Bonjour à tous et bienvenue dans ma sphère. Je suis Ellie pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent, qui me suivent et qui ont vu ma dernière vidéo. Je viens tout d'abord vous présenter mes excuses parce que je vous avais annoncé la prochaine vidéo dans les jours qui suivaient la précédente, la dernière. Et je l'avais donc annoncé pour le week-end dernier. Donc voilà, il y a plus d'une semaine qui s'est déroulée. Voilà, des imprévus, des coups de stress, des moments de fatigue. Voilà, j'étais vraiment pas dans l'énergie de refaire des vidéos. Donc malgré cette petite voix de culpabilité là qui venait me murmurer à l'oreille, tu as promis une vidéo, vas-y, vas-y. J'ai quand même écouté, respecté mes besoins avant de me lancer. Donc, ce que je peux vous faire comme promesse, c'est de ne plus vous promettre de date pour une prochaine vidéo. Comme ça, vous ne serez pas dans l'attente. Voilà, donc pour aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler un petit peu des peurs que l'on peut rencontrer lorsqu'on a une algodystrophie. Et donc, je voulais un petit peu partager mon expérience autour des peurs qui se sont manifestées depuis l'apparition de mon algodystrophie. Peut-être parce que vous êtes vous aussi dans ce cas-là, peut-être que vous êtes confronté aussi depuis peu à une algodystrophie ou une autre pathologie, des douleurs chroniques peut-être. Et peut-être que du coup, vous voyez des peurs surgir et que vous avez du mal un peu à gérer tout ça. L'objectif n'est pas forcément juste de vous raconter ma vie, mais de partager mon expérience, déjà pour vous aider à vous sentir moins seul, à vous faire prendre conscience que ces peurs, elles sont parfaitement normales, mais qu'elles ne sont pas pour autant insurmontables. Donc l'idée, c'est de vous partager justement les peurs que j'ai connues depuis que j'ai l'algo et aussi de vous faire part un petit peu des moyens que j'ai mis en œuvre pour les surmonter ou pour apprendre à vivre avec ces peurs plus sereinement en tout cas. Donc comme voilà, si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que la plus grande ou une des plus grandes peurs en fait qui a surgi et qui a été réactivée en fait par le biais de mon algodystrophie, c'est la phobie sociale. Donc je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet. Simplement, voilà, vous expliquer que cette phobie sociale, en fait, elle a été réactivée par les sentiments de honte et d'impuissance qui ont été générés en fait par mon algodystrophie et notamment parce que à l'époque où cette pathologie est arrivée, j'étais praticienne holistique et du coup en fait je n'avais aucun pouvoir en fait sur les douleurs que je vivais. Voilà, toutes les méthodes que j'avais l'habitude de pratiquer avec succès n'avaient aucun impact et même empiraient les douleurs. Donc il y a eu un sentiment d'impuissance, il y a eu un sentiment de honte aussi. Et puis parce que l'intensité des douleurs plus le handicap a fait que j'ai sombré dans la dépression. Et du coup, le sentiment de honte a été d'autant plus important parce que voilà, j'avais cette impression de retour en arrière. Je suis retombée à des états émotionnels et psychiques que je n'avais plus côtoyés depuis plus de 10 ans. Et du coup, voilà, ma phobie sociale est réapparue à ce moment-là. Voilà, je n'osais plus sortir de chez moi en fait parce que je voulais surtout pas croiser des gens qui venaient me voir en consultation ou qui savaient que j'étais thérapeute et je voulais surtout pas qu'on me voie dans cet état-là en fait. Donc voilà, ça c'est pour la partie phobie sociale. Si vous avez envie d'en savoir plus, comme dit, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Je les mettrai dans la petite partie information que vous trouverez
en cliquant sur le petit i en haut à gauche de votre écran, à droite pour vous. Voilà. Ensuite, une autre peur en fait qui, je pense, doit être certainement activée par une grande majorité des personnes qui sont confrontées alors soit à l'algodystrophie, soit à des douleurs chroniques, voilà, que ce soit dû à une pathologie ou pas. Donc c'est ce qu'on appelle l'algophobie en fait, c'est la peur des douleurs. Quand on vit des douleurs d'une telle violence et qu'on sait que le moindre choc, le moindre stimuli extérieur ou intérieur va réactiver des douleurs, du coup on entre dans cette phobie des douleurs, cette peur d'avoir des douleurs. Et comme vous le savez, du coup l'algodystrophie, voilà, ça a cette particularité que le système nerveux s'emballe de façon complètement disproportionnée au moindre stimuli. Et donc, de cette algophobie, en fait, a découlé en fait d'autres peurs, comme par exemple la peur de me cogner ou la peur de me faire cogner par des gens. Alors, c'est survenu aussi parce que au cours des premiers mois que j'ai eu cette algodystrophie, je me cognais systématiquement partout. Vous savez, hein, quand on se fait mal quelque part, de toute façon, quand on a mal quelque part, on a tendance à se cogner à chaque fois au même endroit. Et en plus, comme je dormais peu, donc j'étais encore plus maladroite. Et puis ma main avait une telle position que du coup, il a fallu du temps pour que mon cerveau enregistre que ma main n'avait pas la même position que d'habitude. Et du coup, il fallait que je prenne mes virages plus larges pour pas taper dans les murs ou dans les encadrements de porte. Voilà, il y a eu tout un cheminement intérieur à faire en fait pour que j'arrête en fait de me cogner, mais la peur de me cogner est restée quand même très longtemps après. Je ne vais pas dire qu'elle est totalement disparue au jour d'aujourd'hui, mais en tout cas, elle est moins invalidante, handicapante, parce que voilà, maintenant j'ai des réflexes qui sont réflexes en fait. Hein. Ce sont des automatismes qui sont rentrés maintenant à force de faire attention. Donc je suis plus dans cet état d'hyper-vigilance, mais par contre je suis dans cet état de vigilance, quoi. Je fais vraiment attention quand même. Si je passe l'aspirateur, je mets la main derrière le dos pour pas cogner dedans. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et voilà, la peur de me faire cogner, elle est aussi justifiée parce que les premiers temps, c'est arrivé plusieurs fois que je me fasse cogner, enfin que des gens me cognent. Vous savez, vous marchez dans la rue, les gens font pas attention, ils vont très vite, et ils vous tapent dans le bras. Et ça m'est arrivé aussi en étant assise, par exemple dans les transports en commun. Donc du coup, ça c'est encore assez présent. Maintenant, voilà, j'organise ma vie de façon à éviter d'être au milieu de la foule pour me faire cogner le moins possible. J'avais relevé, en fait, je me suis amusée à chercher les définitions des phobies en fait dont je vous parle dans cette vidéo parce que je suis une amoureuse de la langue française et du coup j'aime bien découvrir des nouveaux mots et en même temps je sais que beaucoup de termes attribués aux phobies sont un petit peu loufoques, un petit peu rigolos, donc je me suis dit peut-être qu'en découvrant ces termes ça m'aiderait à minimiser peut-être la phobie en question ou la tourner un petit peu en dérision, enfin oui, en humour, mettre un peu d'humour dessus. Ça permet de prendre aussi un petit peu de distance par rapport à tout ça. Enfin voilà. Du coup, je voulais vous dire que donc la peur de s'exposer aux coups et aux blessures, ça s'appelle la vulnérophobie. Bon, c'est pas le plus drôle des termes que j'ai trouvé. Mais voilà, si vous êtes aussi un amoureux de la langue française, peut-être que vous serez content d'apprendre les termes que j'ai trouvés.
Alors, au-delà des chocs, j'avais aussi, en fait, développé une peur des contacts physiques, quels qu'ils soient. Donc, pas seulement le fait de me faire cogner, mais aussi bah, les embrassades. Dès que je croisais quelqu'un dans la rue, vous savez, il y a des gens, quand ils veulent vous faire la bise, tout de suite, ils tendent la main comme ça pour vous la mettre sur l'épaule ou quoi. Et du coup, ben, beaucoup de gens sont droitiers, donc forcément, leur main droite venait vers mon épaule gauche. Et du coup, j'étais tout de suite en réactivité. Attention mon bras, parce que, bah voilà, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, il y a aussi une hypersensibilité cutanée. Et puis le moindre contact, en fait, était vraiment terriblement douloureux. Maintenant, ça va mieux. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'étais un peu, beaucoup même sur le qui-vive dès que quelqu'un voulait m'embrasser, en fait, ou manifestait un élan de contact physique à mon égard. Ensuite, alors bien sûr, j'ai aussi pendant longtemps développé la peur de bouger. euh, Parce que, ben, ça j'en ai aussi déjà parlé, le fait de simplement marcher, en fait, générait des vibrations qui entraînaient des douleurs abominables dans le bras. Le moindre mouvement, le moindre effort que je faisais, en fait, tout était source de douleur. Et du coup, bah, quand vous avez déjà mal au repos, ben, en fait, vous avez tendance à éviter de bouger parce que vous savez que même ces douleurs qui sont déjà pourtant insoutenables au repos sont quand même nettement moins importantes que celles qui vont se manifester suite à des efforts, à des mouvements. Et donc, c'est vrai que pendant longtemps, en fait, je ne bougeais plus de mon canapé. Je faisais vraiment le moins d'efforts possible. Alors, il y avait les douleurs, et puis il y avait bah, les vertiges, la fatigue, les faiblesses dans tout le corps, etc. Mais du coup, c'est vrai que je ne bougeais plus du tout. Et puis, bah, moins on bouge, et moins on ose bouger. Et donc, du coup, voilà, après, c'est un cercle vicieux parce que en plus, bah, moins on bouge, moins on a d'énergie et enfin voilà, plus on enregistre dans le cerveau un programme d'immobilisme en fait quelque part et du coup on a de moins en moins d'énergie pour bouger. Enfin voilà, c'est un cercle vicieux. Donc cette peur de bouger, c'est ce qu'on appelle la kinésiophobie. Voilà, un petit terme de plus. Alors oui, la peur de m'habiller, j'ai eu aussi très longtemps. Alors je à ce moment-là, je ne réalisais pas que c'était vraiment une peur, mais voilà, avec le recul, c'était clairement une peur. Parce que pareil, bah, de m'habiller, déjà les mouvements, les complications, vous savez, quand vous devez par exemple enfiler un pull par-dessus un t-shirt à manches longues, alors il fallait que je coince la manche de mon t-shirt à manches longues entre le pouce et l'index, là, essayer que ça tienne. Et voilà, pour la retenir, le temps de mettre la manche du pull. Et pour l'autre main, eh ben, je ne pouvais pas tirer la manche pour la mettre entre mes doigts. Alors, si elle était longue, ça va, j'arrivais à faire toute une gymnastique en la frottant contre moi et tout. Bon, bref, c'était des complications. Et puis, il y avait le frottement des tissus qui générait des douleurs. Et puis, bah, la mobilité de mon épaule qui était réduite, qui l'est encore aujourd'hui, mais qui l'était encore plus avant. Donc tout ça, en fait, a fait que ben, je repoussais le plus possible le moment de m'habiller. Donc le matin, souvent, j'enfilais juste mon débardeur et mon peignoir par-dessus parce que c'était vite enfilé. Et puis j'étais quand même bien au chaud, en fait. Mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas que le fait que le froid, bah voilà, c'est encore une autre peur. J'y viens après. Je ne sortais pas par temps de froid. C'était pas seulement parce que j'avais peur que le froid génère des douleurs, c'était aussi parce que ça nécessitait beaucoup plus de complications et de douleurs pour s'habiller dès qu'il faut superposer des couches.
Et donc du coup, voilà, c'est tout un ensemble qui a fait que, bah, là encore, je sortais plus de chez moi, en fait. Et donc, cette peur de s'habiller, je crois que j'avais trouvé un terme. Donc, ça s'appelle l'enduophobie. Voilà, c'est un petit nom un peu rigolo. Voilà, pour dédramatiser la chose. Donc, la peur du froid, voilà, parce que bah, voilà, le froid générait des douleurs abominables. Donc, ça aussi, j'en ai parlé dans des vidéos. Donc, j'ai développé une peur du froid. Et d'autant plus que bah, depuis que j'ai cet algo, je suis devenue beaucoup plus frileuse en fait. Donc, bah, pareil, ça fait un cercle vicieux en fait, effet boule de neige. Donc, voilà, donc la peur du froid, c'est la cryophobie, la frigophobie, je crois. Et un troisième terme qui est un peu moins courant, la schémaphobie, Cheima, phobie. Voilà. Et dans le même ordre d'idées, ben, au-delà du froid sec, on va dire, j'ai développé une peur bah, du vent, des courants d'air, etc. Parce que pareil, bah, le moindre petit courant d'air, en fait, faisait que tout se crispait. Alors, ça me le fait encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça reste vraiment supportable. D'ailleurs, j'ai fait un article, je crois pas que j'en ai parlé encore en vidéo. J'ai fait un article le mois dernier pour dire que j'étais allée me balader et que c'était la première fois depuis que j'ai l'algo que les petits courants d'air froid sur mon bras n'ont pas généré des douleurs vraiment intolérables, insupportables. Et donc pour moi, ça a été un signe vraiment révélateur que ben, j'étais en voie de guérison. Voilà, donc c'était une petite aparté. La peur des courants d'air, bah, c'est l'aérophobie, donc il n'y a pas de surprise. La peur de la pluie, alors la pluie, oui, mais aussi l'humidité d'une manière générale, puisque voilà, l'humidité réveille les douleurs. Et donc ça, c'est l'ombrophobie. Voilà, donc rien à voir avec l'ombre. J'imagine que ça vient peut-être de la racine de umbrella, le parapluie en anglais. J'imagine que c'est la même racine. Voilà, j'ai pas poussé mes recherches plus loin. Ah oui, alors peur d'aller se coucher. Alors pareil, j'ai longtemps pas pensé qu'il s'agissait d'une peur. Mais je savais, enfin oui, que je retardais en fait le plus possible l'échéance du coucher pendant, je saurais pas dire, mais plus d'un an en tout cas, voire un an et demi même. Je me couchais pas avant 4-5 heures du matin jusqu'à vraiment tomber d'épuisement. Parce que je savais que une fois dans le lit, les douleurs allaient encore s'intensifier parce que le poids de la couette, même si bah, je fais ce petit dôme pour éviter d'avoir le poids de la couette, il y avait le frottement du tissu, la main qui surchauffait, et puis la mettre par-dessus la couette, c'était pas possible non plus. Moi, j'aime bien avoir la couette jusque-là, en fait, hein, surtout en hiver, et j'aime pas trop chauffer la chambre, donc voilà, donc il y avait une peur d'aller me coucher, clairement, quoi. J'avais aussi, alors pendant longtemps, ça aussi j'en ai déjà parlé, j'ai arrêté de faire ma relaxation du soir parce que j'avais aussi peur que cette relaxation me déclenche des douleurs. Parce que, effectivement, bah, pendant un moment, quand je faisais ma relaxation le soir, quand je détendais le côté droit, ça se contractait à gauche, j'avais des décharges électriques, etc. Et donc du coup, pendant plusieurs mois, pas loin d'un an, je crois, j'ai plus du tout fait de relaxation, plus de sophrologie, plus d'exercices énergétiques, de visualisation, des choses comme ça. Enfin, en fait, j'avais tellement cette sensation de plus avoir de contrôle sur mon corps. J'avais l'impression que tout ce que j'avais appris, ça servait strictement à rien. Donc voilà. Et bah après, voilà, des peurs qu'on, qui sont
auxquelles on pense plus facilement, voilà, qui sont peut-être plus fréquentes. Bah, la peur de ne plus jamais réutiliser ma main, la peur de ne plus guérir, la peur de ne pas pouvoir surmonter ça, la peur de ne plus jamais pouvoir vivre normalement, la peur d'être un poids pour les autres aussi, parce que bah, pour certaines choses, j'étais obligée de demander de l'aide à mes amis. Voilà, donc vous voyez que ce genre de pathologie, comme d'autres, hein, peuvent effectivement générer tout un tas de peurs qui du coup vont faire en fait grandir et grandir encore la souffrance qu'on a déjà à l'intérieur. Et après, c'est un cercle vicieux parce que plus on est confronté à des peurs, enfin plus on est dans des états émotionnels de peur, plus ça génère du stress dans le corps, plus ça empire les douleurs, et plus ben, on va vouloir limiter les douleurs. Enfin, là encore, c'est un cercle vicieux qui est terrible en fait, et duquel il est vraiment, vraiment difficile de s'en sortir. Donc mes petits conseils et voilà les moyens que j'ai trouvés moi pour un peu surmonter mes peurs, ou voilà les affronter ou apprendre à vivre avec. Déjà, le plus grand conseil que je puisse vous donner, c'est de vous faire accompagner sur le plan psychologique. Parce qu'une telle maladie, en fait, comme je vous expliquais, ça peut générer tellement d'émotions, de pensées négatives, voire destructrices, parce que voilà, quand on vit avec des douleurs d'une une violence aussi extrême et qu'il n'y a aucun moyen pour réduire en fait l'intensité de ces douleurs, on peut vraiment sombrer très très bas et, et, au point d'avoir même des pensées suicidaires. Je suis aussi passée par là. Donc faites-vous accompagner, trouvez quelqu'un de vraiment bienveillant. Après, c'est à vous de voir si vous allez vous orienter plutôt vers des psys, que ce soit psychologues, psychiatres, psychanalystes, ou alors plutôt vers des thérapies alternatives. Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous d'aller vers les méthodes qui vous appellent. N'hésitez pas à en expérimenter plusieurs jusqu'à trouver celle qui vous convient vraiment, et jusqu'à trouver le thérapeute aussi qui vous convient vraiment. C'est important dans ces cas-là de trouver vraiment quelqu'un de bienveillant, à l'écoute, qui saura vous accompagner dans la douceur, sans vous juger, sans vous brusquer. Voilà, donc ça c'est vraiment mon premier conseil. Après, donc si vous avez aussi développé une phobie sociale, donc là j'en ai aussi déjà parlé dans de précédentes vidéos. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, ce sont les fleurs de Bach, et donc le mimulus particulièrement à prendre en traitement de fond. Et du coup, en plus, ce mimulus, voilà, il n'est pas axé spécial phobie sociale, il est axé sur toutes les peurs qui sont identifiées. Donc du coup, ce traitement aura un impact sur toutes les peurs que je viens d'énumérer en fait. Donc pour moi, c'est vraiment, enfin, les fleurs de bague, voilà, ce sont des élixirs fleuraux. C'est des produits qui sont très concentrés et donc qui ont vraiment une efficacité hors du commun. Maintenant, voilà, le Mimulus, c'est important de le prendre régulièrement. C'est 4 prises par jour. Donc il faut le prendre régulièrement. Et après, bon, j'ai aussi ce petit rescue qui est aussi un complexe floral, mais à prendre en cas d'urgence émotionnelle. Voilà, donc ça c'est le petit plus. Ensuite, alors après, si vous êtes ouvert à tout ce qui est énergétique et thérapie alternative, pour ma part, ce qui m'a aidé aussi à renforcer un peu le travail autour de la phobie sociale, c'est de renforcer le travail d'harmonisation de mon chakra racine, qui favorise le sentiment de sécurité, de stabilité, et d'ancrage. Donc c'est vraiment des choses qui sont très très importantes quand on est confronté aux peurs. Maintenant, ben,
voilà, pourquoi pas aussi travailler le chakra solaire. Après, ça, c'est vous qui allez le sentir. C'est vrai que ça fait 2-3 fois que je parle des chakras. Peut-être que vous n'êtes pas tous sensibilisés à cet univers. Peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet. En tout cas, si vous en avez envie, n'hésitez pas à me demander, parce que pour l'instant, je fais un peu les vidéos au gré de mes ressentis, de mes impulsions, de mes intuitions. Mais voilà, si j'ai des demandes particulières, voilà, ça me permettra de prioriser un petit peu certains sujets. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Donc je me suis égarée. Donc l'autre méthode aussi basée sur l'énergétique, c'est la méthode Grabovoi, qui est une méthode consistant à énumérer en fait des séries numériques, à les réciter comme des mantras. Des séries numériques qui sont reliées à certaines émotions ou certaines parties du corps ou certains objectifs spirituels, etc. Enfin, là encore, je pourrais faire une vidéo sur le sujet si vraiment ça vous intéresse. Sinon, n'hésitez pas à faire vos recherches. Il y a pas mal d'infos sur Internet à ce sujet. Voilà, donc moi en tout cas, voilà, c'est deux méthodes qui m'ont fait vraiment beaucoup de bien. Et puis la méditation aussi d'une manière générale, voilà. Pour tout ce qui tourne autour de l'algophobie, alors bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour tout ce qui se rapporte à la peur de me cogner partout, simplement j'ai appris à développer en fait ma connexion à l'instant présent, donc à être plus présente à ce que je faisais et surtout à ralentir le rythme. Maintenant, voilà, j'ai repris un rythme pratiquement normal, mais c'est vrai que pendant longtemps, je marchais au ralenti, je faisais les choses au ralenti pour éviter de me cogner. J'étais très, très focalisée en fait sur le moindre de mes mouvements, le moindre de mes pas. Donc tout ce qui est voilà, méditation de pleine conscience, ça peut aussi vous aider. Alors ça peut être vous installer devant un hôtel ou n'importe pour travailler votre pleine conscience, ou ça peut être simplement intégrer la pleine conscience à vos gestes, vos actes du quotidien. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai pratiqué pendant longtemps et ça a été vraiment très très bénéfique en tout cas quoi. Après, pour tout ce qui est la peur que les autres me cognent, donc, alors, voilà, personnellement, j'évite de sortir, enfin, de prendre les transports en commun ou d'aller en ville aux heures de grande affluence, voilà, aux heures de pointe, pour limiter les risques, en fait, de me faire cogner. Maintenant, le risque n'est pas nul, mais comme je vous disais tout à l'heure, je suis plus dans cette hyper-vigilance, je suis juste dans la vigilance, en fait, quoi. Et c'était quand, il y a quelques jours, je suis allée faire les courses à Münster et bah, j'ai pris le train à 4h30 l'après-midi, donc forcément, quand je suis arrivée à Münster, il y avait les collégiens qui sortaient de l'école. Et vous savez, hein, quand vous sortez d'un bus ou d'un train ou d'un car, c'est systématique. Les gens vous laissent à peine sortir, ils sont tous agglutinés là devant l'entrée. Et c'est souvent comme ça en fait qu'on se fait cogner, quoi, hein. Et donc, alors moi j'ai pris l'habitude en fait, de toute façon, chaque fois que je me déplace, j'ai toujours le bras contre moi, vous voyez. Je le garde contre moi et quand je suis sortie du train, là, que j'ai vu tous ces jeunes arriver tout d'un coup, là, j'étais vraiment en mode protection, quoi. Et en plus, voilà, alors avant, j'aurais eu peur un peu que les gens me regardent, me prennent pour une tarée, mais là, au moins, je me dis, c'est quelque chose de voyant et juste en faisant ça, les gens voient que, voilà, il y a quelque chose qui va pas, je fais attention, enfin, et du coup, ça incite aussi les gens à faire plus attention.
Donc n'hésitez pas à manifester en fait votre problème pour limiter justement le risque que les gens vous cognent. Après pour tout ce qui concerne en fait les peurs au niveau des intempéries, de la pluie, du vent, mais aussi du froid. Donc moi j'ai pris l'habitude de prendre ce que j'appelle mes manchettes. Ça par exemple c'est une ancienne jambière, voilà, quand je faisais de la danse à l'époque du collège. Et donc, du coup, j'enfile mon bras là-dedans. Donc ça, c'est une très grosse, très large. Donc, du coup, je peux la mettre par-dessus un pull, par exemple. Et après, j'en ai deux autres. J'en ai une voilà, qui est plus étroite, mais qui est quand même très chaude, en fait. Et donc, celle-là, je peux la mettre, par exemple, sous un t-shirt à manches longues dont les manches sont un peu larges. Mais ou même voilà en mi-saison, printemps et automne, quand il fait encore bon pour sortir en t-shirt, mais pour le bras malade en fait c'est déjà trop froid. Du coup j'ai tendance à mettre celle-là. Et alors pareil, ben, si vous mettez ce genre de choses sur votre bras, quand vous êtes dehors, les gens, pareil, c'est aussi un signal. En plus, celle-là, elle a une couleur un peu voyante. Les gens voient que vous avez un problème au bras, donc pareil, ils vont aussi faire beaucoup plus attention quand ils passeront à côté de vous. Et puis après, j'en ai une autre. Alors ça, c'est une chaussette qu'on m'a donnée, que j'ai découpée au bout, vous voyez. Et donc celle-là, je la mets souvent à la maison, parfois aussi en intersaison. Quand le vent n'est pas encore trop froid, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des petites astuces. Un gant aussi. Moi, j'ai souvent un gant quand je sors. Alors bon, pas en ce moment, en plein été. Mais ma main est souvent protégée par un gant aussi. Voilà. Donc ça, c'est des petites astuces. Donc ça vous permet quand même de trouver le courage de sortir malgré le froid, surtout quand on doit sortir, quand il y a des rendez-vous, des courses à faire ou n'importe. Donc voilà, au moins de savoir qu'on a le membre protégé, ben, ça limite en fait d'être confronté à cette peur d'avoir froid et cette peur surtout que le froid va générer davantage de douleur. Donc si votre algo concerne plutôt votre jambe, une jambe ou un pied, ben pareil, vous pouvez mettre une deuxième paire de chaussettes ou mettre une jambière par-dessus. Et même si c'est par-dessus le pantalon parce que ça rentre pas sous le pantalon, ben faites-le. Si ça vous permet de limiter vos douleurs et de réduire vos angoisses, ben, il n'y a aucun souci. Et après, le regard des autres, bah, c'est sûr, il faut apprendre à s'en détacher, quoi. Ça, c'est clair et net. Voilà, après, qu'est-ce que j'avais... Ah oui, j'avais parlé de la peur de bouger. Donc moi, j'ai déjà parlé de ça aussi dans plusieurs vidéos. Je fais le matin, alors pas tous les matins, mais j'essaye au moins un jour sur deux. Mais bon, je suis toujours très irrégulière dans mes pratiques, donc il y a des fois, je vais bien m'y tenir pendant 3 semaines, un mois. Après, je ne veux plus rien faire pendant une semaine. Mais c'est pas grave. Au moins, le moindre temps passé à le faire me fait du bien. Donc voilà, j'ai commencé en fait par reprendre mes exercices de déverrouillage articulaire parce que j'ai les articulations qui sont déjà très sensibles. Donc je fais bouger la nuque, d'avant en arrière, sur les côtés, je fais des petits cercles, les épaules, les coudes, les poignets, les hanches, les genoux, les chevilles, etc. Et au début, je faisais simplement ça, juste pour remettre mon corps en mouvement en fait, parce que comme je vous disais, j'ai passé une très très longue période à ne plus bouger de mon canapé, et donc il a fallu que je déverrouille un peu tout ça, que je relance un peu l'énergie dans mon corps, mais du coup au début je le faisais vraiment de façon très lente. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas vous priver complètement de bouger, parce qu'après
Après, sur le moment, vous allez sans doute effectivement minimiser, réduire le risque de douleur, mais vous allez en générer d'autres. Le bas du dos va complètement s'ankyloser. Moi, je me levais tous les matins, je pouvais même pas lever les pieds en fait du sol. Il me fallait 2 3 heures avant que le corps soit complètement déverrouillé. Donc, ne restez pas de trop longues périodes sans bouger comme moi je l'ai fait. Ça peut aller sur quelques jours, éventuellement quelques semaines, mais faut vraiment pas que ça dure trop longtemps. Donc essayez juste au moins de faire bouger vos articulations et tout en respectant votre rythme. Évitez les secousses, surtout si vous êtes encore dans la phase de l'algo où les douleurs sont très très violentes, où les moindres vibrations vont vraiment générer des douleurs insupportables. Faites des mouvements tout en douceur. Prenez votre temps, allez-y à votre rythme, écoutez votre corps en fait. C'est vraiment une pathologie qui nous offre cette opportunité-là d'entrer en contact, oui, en contact et en osmose, oui, en connexion totale avec notre corps et donc respecter ça. Donc après, voilà, si pour vous, ce qui vous convient le mieux, c'est d'aller marcher, ben allez marcher en évitant pareil les secousses et essayez d'y aller pareil à votre rythme. Si vous pouvez marcher vite sans que ça génère des douleurs, marchez vite. Il n'y a pas de règle précise qui soit adaptée à tous les cas parce que, comme je l'ai déjà expliqué, chaque algo est vraiment différente, est vraiment unique. Chaque cas est particulier en fait. Concernant la peur de s'habiller, alors là, c'est compliqué de surmonter cette peur. Je sais que moi, pendant longtemps, j'ouvrais mon armoire et je passais un quart d'heure, une demi-heure à regarder, à réfléchir, à anticiper qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. Il faut un truc qui soit pas trop pénible à enfiler, dans lequel je me sente à l'aise, mais qui soit pratique aussi au cours de la journée pour que si j'ai besoin de remonter les manches, ça puisse être fait rapidement, mais que je peine pas non plus à les redescendre. Enfin, c'est très très compliqué de s'habiller quand on a une algodystrophie. Là encore, ça dépend du type d'algodystrophie, en effet. Mais voilà, en fonction de ce que vous avez dans vos armoires, ben, privilégiez voilà, des vêtements qui soient faciles à enfiler, confortables, dont le tissu ne sera pas trop générateur de violentes douleurs quand vous allez l'enfiler. Voilà, là, j'ai pas vraiment d'autres conseils à vous donner par rapport à ça. Moi, je vous avoue que ben, si j'avais été riche, j'aurais probablement changé toute ma garde-robe, mais c'était pas possible. Je me suis acheté, allez, 3 4 autres vêtements qui étaient un peu moins pénibles à enfiler, mais c'est vrai que le problème a été difficile à surmonter pour ma part en tout cas, quoi. Euh, donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Euh, la peur d'aller se coucher, ouais, alors là c'est pareil encore. De toute façon, c'est aussi une des particularités de l'algodystrophie. La plupart, enfin les plus hauts pics de douleur surgissent très souvent le soir et la nuit. Donc là encore, ben, si comme moi, vous avez besoin d'avoir les 2 bras sous la couette, essayez de trouver pareil un tissu qui soit le moins générateur de douleur possible. Alors les couettes, c'est mieux aussi pour, comme dit, faire le dôme pour qu'il n'y ait pas trop le poids. Parce que si vous avez, par exemple, moi chez ma grand-mère, dans le lit de la chambre d'amis, je sais qu'il y a un drap avec plusieurs couvertures. Et avec ça, c'est beaucoup plus difficile de faire un dôme, en fait. Ça tient pas. Et ça fait un poids qui est beaucoup plus important, beaucoup plus lourd, en fait, sur la main.
Donc si nécessaire, achetez-vous une couette. Je sais que c'est pas forcément à la portée de tous les budgets, mais trouvez une alternative en tout cas pour que vos nuits se passent le plus sereinement possible, même si bah, c'est sûr, il y aura des douleurs, en tout cas au moins les premiers mois. Peut-être juste les premières semaines selon les cas, hein. Il y en a chez qui les, les, les phases violentes, je dirais, ne durent que quelques semaines. Ça c'est propre à chacun, mais en tout cas, voilà, essayez de faire en sorte que vos nuits soient les plus sereines possibles malgré les douleurs. Donc voilà, adaptez votre literie en fait. Moi j'en ai déjà parlé aussi, j'ai une peluche, je pose ma main dessus comme ça parce que bah, déjà avec le poignet, alors je peux pas rester la main posée ni là en fait sur le lit. Pourtant j'ai un surmatelas à mémoire de forme, donc c'est assez confortable. Et alors il faut surtout pas que j'ai le poids de la couette sur le dessus des doigts. Donc voilà, au début j'avais des coussins et puis en fait ça n'allait pas au bout d'un moment. Enfin dès qu'il fallait se tourner, c'était compliqué de trimballer le coussin. Et puis enfin, j'étais pas à l'aise par rapport au reste de mon bras et du coup j'ai essayé des peluches, une, deux, et puis voilà, j'ai fini par en trouver une qui m'allait bien. Donc voilà, pareil, il faut là encore trouver aussi la matière qui va faire que ce sera le moins douloureux possible. Peut-être que vous aurez à en changer de temps en temps parce que si vous vous habituez à la matière, ben, ça va aussi générer plus de douleur. Voilà, ça j'en ai aussi déjà parlé dans la dernière vidéo sur les extravagances du système nerveux. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour par rapport aux peurs. J'espère que mon expérience de ces peurs liées à l'algodystrophie pourra vous aider, enfin que le partage de cette expérience pourra vous aider. S'il y a des points qui n'ont pas été très clairs, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez aussi envie de partager peut-être votre expérience par rapport bah, aux peurs qui ont pu surgir avec cette pathologie, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, bah, si cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a éclairé, n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez et ben, si vous avez envie d'être informé aussitôt des mises à jour, vous pouvez activer la petite cloche que vous trouverez sous la vidéo. Voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très belle fin de dimanche. Prenez grand soin de vous surtout. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.